Vous êtes laid. Cette déclaration est arbitraire. Et alors, tu vas faire quoi? Mec, c'est juste une verveine. Wow. Chers amis juristoristes, bonjour et bienvenue sur cette vidéo dédiée à l'arbitraire des juges. Alors je tiens tout d'abord à vous présenter quelques petites excuses pour ce gros retard de vidéo de près d'un mois et demi quand même, mais j'ai été quelque peu accaparé par des activités scientifiques et pédagogiques, ainsi qu'une petite activité annexe, la musique. Donc si ça vous intéresse, on sait jamais, c'est du rock un peu nerveux, je vous mets des liens, je sais pas comment ça marche là-haut, alors ce sera en dessous je pense, dans la description. On est parti. Nous allons donc parler de l'arbitraire de la justice, et je serais assez curieux de savoir ce que ça représente pour vous. J'aimerais bien que vous me mettiez en commentaire là, juste ce que ça signifie, tac, arbitraire, pour vous, qu'est-ce que c'est? Et qu'on voit à la fin de la vidéo, si vraiment, eh bien, vous étiez dans le juste, ou si au contraire, vous étiez dans le faux. Et très chers étudiants, évidemment, vous ne jouez pas. Lorsqu'on évoque la notion d'arbitraire, l'une des premières choses qui nous vient, une des premières idées qui nous vient, c'est celle de caprice, et celle d'injustice et tout ce qui va avec. Alors que pourtant, cette notion d'arbitraire de la justice, c'est quelque chose qui a très longuement existé et dans les justices seigneuriales, mais également dans la justice royale, et on peut même dire que ça a été un des principes fondamentaux de cette dernière. Pour que vous compreniez bien ce que la notion d'arbitraire signifie, il faut tout d'abord poser une définition. Cette définition, c'est plutôt un principe, c'est le principe de l'égalité des délits et des peines. Alors qu'est-ce que ça signifie? C'est finalement assez simple. Cela signifie que pour être condamné, une incrimination et sa sanction doivent être punies par la loi, et que le juge ne peut qu'obéir à cette loi. Il ne peut pas déroger à la loi, il ne peut pas prévoir une sanction qui n'est pas prévue par la loi pour une infraction. Et dans la même manière, il ne peut pas inventer une infraction qui n'est pas prévue par la loi. Ça, c'est le principe de l'égalité. Je peux vous donner un exemple très simple pour que ça vous parle facilement. Si là, je décide de sortir dehors avec un pull vert, aucun organe de justice ne pourra me reprocher d'avoir effectué une telle action. Je ne pourrai pas être jugé pour ça, et je ne pourrai pas être sanctionné pour ça. Tout simplement parce que porter un pull vert n'est pas illégal, et qu'aucune sanction n'est prévue pour ça. Même si... Ceci est un message du le comité de lutte contre les pulls verts. Bien. Maintenant que nous avons précisé ça, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Que nous soyons clairs, ce dont nous allons parler concerne la justice séculière. La justice séculière, c'est la justice laïque. Cela ne concerne pas la justice canonique, qui, à l'inverse justement de la justice laïque, elle a développé assez tôt le principe du respect des textes, et donc finalement le principe de l'égalité. Alors, qu'est-ce que l'arbitraire ? Eh bien, c'est tout simplement la possibilité laissée au juge d'arbitrer dans le choix de la peine, de choisir une sanction qui sera la plus appropriée au cas qui lui est présenté. Attention, je vais faire une très grosse simplification, je ferai des vidéos plus tard sur le sujet justement des sanctions pécuniaires et éventuellement de la composition pécuniaire en remplacement de la sanction pénale. Mais si on devait schématiser, de 900 à 1200, durant l'époque féodale, le système pénal va se fonder essentiellement sur l'amende. Comment? Le Moyen-Âge n'est pas une époque sombre où l'on torture toute la population et on condamne les gens à être pendus au bout des arbres afin de faire peur à tous les mécréants et on essaie d'infliger le plus de souffrance possible? Non. Dans les justices seigneuriales, la notion d'arbitraire va prendre un sens assez particulier, puisqu'avec l'avènement de l'époque féodale et l'affaissement des structures étatiques, eh bien, ce sont les seigneurs qui vont finir par rendre la justice, et c'est aussi eux qui vont donc être en capacité de percevoir les revenus de la justice. Donc, vu qu'ils rendent la justice et qu'ils ont le choix de la peine qu'ils peuvent mettre, et que ceux qui touchent l'amende, bah bon, je vous fais pas un dessin, vous voyez ce qui se passe. Chemin faisant, le droit seigneurial va lui aussi un peu s'émietter, et ce pouvoir de justice, il va le transférer à différents organes, et notamment parfois aux municipalités, à travers ce qu'on appelle les chartes de franchise, donc là aussi je vais pas trop m'étaler dessus parce que c'est pas le sujet, et en gros on va finir avec un système pénal fondé sur l'amende, et avec des amendes fixes, c'est-à-dire un tarif fixe pour une infraction, donc une personnalisation qui est bien moindre. Au XIIe siècle, il y a un phénomène qui se passe, c'est qu'on redécouvre le droit romain. Et certains vont
étudier, ce droit romain, vont le commenter, et notamment les glossateurs. Et les glossateurs, ils vont tomber sur un fragment du digeste d'Ulpien, qui est un auteur de l'Antiquité, et ils vont extraire de ce digeste d'Ulpien ce qu'on appelle la loi Odie. Et à partir de cette loi Odie, ils vont élaborer une théorie, et cette théorie, c'est la théorie de l'arbitraire des peines. Dans cette loi, il est dit que la peine doit respecter la mesure. La sanction doit être proportionnée à la faute commise. Dans le même temps, avec l'émergence des Capétiens à la tête de l'État royal, on va assister au fur et à mesure à une reconquête des prérogatives régaliennes, et notamment à partir du XIIe-XIIIe siècle, cela va passer par une reconquête de la justice. Seulement voilà, la justice qui est alors en place ne répond pas aux attentes de la royauté. Cette notion de tarification des peines et de tarifs fixes ne correspond pas aux impératifs de justice que la monarchie s'est fixés. En accompagnant ce redéveloppement de la justice publique royale, on assiste du XIIIe au XVIe siècle à une disparition progressive des peines pécuniaires. Ces peines pécuniaires, elles sont remplacées par des peines qui sont soit afflictives, c'est-à-dire corporelles, soit infamantes, c'est-à-dire morales. D'une manière générale, ce sont des peines qui sont donc beaucoup plus sévères. Pourtant, de la part de la population, elles sont perçues comme étant plus justes. On leur donne un caractère rétributif, c'est-à-dire qu'on est sanctionné en fonction de la faute que l'on a commise. On paye pour la faute que l'on a fait, tout simplement. Et ça s'accompagne d'une autre idée. Et cette idée, elle est relativement simple à comprendre, c'est l'idée de dissuasion. Et c'est donc là que vient intervenir cette idée d'arbitraire de la justice. Le juge, afin de sanctionner au mieux le coupable, va piocher dans l'ensemble des peines qui existent, ce qu'on appelle l'arsenal pénal, afin d'en sortir celle qui correspond le plus au délit commis. Afin d'être au plus précis possible, il fait ce qu'on appelle une analyse des éléments constitutifs du délit. Il va analyser chacun des éléments qui ont permis de rendre le délit possible. L'âge de la victime, l'âge du délinquant, la chose volée si c'est un vol, l'heure où ça a été effectué, est-ce que ça a été effectué de nuit, de jour, tout seul, avec des complices, est-ce qu'il y a eu de la violence, etc., etc. En fait, on dit même qu'il juge, c'est une locution latine, in concreto. Alors pour ça, évidemment, ça demande de prendre du recul, d'avoir un certain nombre de conceptions qui correspondent à la société, et c'est pour ça que les juges n'ont pas seulement une formation juridique. Les magistrats, dans leur cursus, ont en plus de la théologie et de l'enseignement de la morale, et c'est comme ça qu'ils jugent sous le regard de Dieu, car l'influence de la religion, même dans la justice laïque, n'est jamais très loin. Cette capacité, qui est censée permettre de juger au plus juste, va finalement tomber sous le coup des critiques, et essentiellement au XVIIIe siècle, avec le développement des idées humanistes, et notamment avec le courant des Lumières. Parce que, bien évidemment, selon la personne qu'on a en face de soi, selon les conceptions du magistrat, certaines sanctions vont être disproportionnées, là où d'autres vont être bien moindres. Et à propos de ça, on a même une fable antérieure au XVIIIe siècle, donc du XVIIe siècle, une fable de Jean de La Fontaine, qui est une sorte de parodie, on pourrait dire, de ce système pénal. Cette fable, c'est la fable des animaux malades de la peste, et qui se conclut tout simplement par « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. » Toutefois, malgré ces critiques, il faut bien comprendre que cette capacité d'arbitrer les peines, ce n'est pas un pouvoir illimité de la part du juge. Tout d'abord, sur le principe, il est quand même limité par les textes de loi. Si une loi prévoit que c'est telle peine pour telle infraction, ou qu'il y a une échelle, il doit respecter cette échelle. Il n'y a que les juges des cours supérieures qui peuvent s'écarter de cette loi. On dit qu'ils jugent en équité. De la même manière, il y a une autre limite qui s'impose aux juges, c'est la coutume jurisprudentielle. En revanche, lorsqu'il n'y a rien de prévu par la loi, que c'est une règle coutumière et qu'il y a une infraction, et dans ce cas-là, le juge va pouvoir aller piocher un petit peu partout dans un arsenal de peines qui est très hétéroclite. Cela va de la peine de mort comme le bûcher, être ébouillanté pour les faux monnayeurs, être pendu bien évidemment, la peine de la roue qu'on a importée d'Allemagne, parce que bon oui, nos voisins allemands sont généralement très créatifs lorsqu'il s'agit... Et il en va de même pour les peines non capitales, alors qu'elles laissent une marque physique, comme la flétrissure ou comme l'essorillement, le fait de couper une oreille, ce qui permet d'identifier un voleur récidiviste notamment, et bien tout ça, ça fait partie des choses dans lesquelles le juge va pouvoir
piocher tous ces éléments-là et choisir la plaine la plus appropriée. Maintenant que nous avons posé le principe le plus important, celui de cette arbitralité de la justice, je vais pouvoir entamer une suite de vidéos, à savoir être jugé au XVIIe siècle. Je ne sais pas combien il y aura de parties, il y en a au minimum 3, voire 4. Ça va s'étaler donc sur un petit bout de temps. On parlera de quelques grandes ordonnances qui ont marqué l'histoire de France, et on fera un petit cas pratique. J'espère pouvoir mettre tout ça en place. En attendant, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Si vous avez des idées ou des thèmes que vous souhaiteriez voir également un jour traités, n'hésitez pas à me le dire, j'étudierai tout ça en particulier, et on verra ce que je peux faire. En attendant, il est tard, je sais pas quelle heure il est, et bien je vous fais des bisous. Ah, au fait, je mets les liens des réseaux sociaux en dessous. Alors, Twitter, j'y suis pas souvent, on peut même dire que j'y suis genre jamais. Facebook de temps en temps, sur Instagram je poste quelques trucs, pas forcément en rapport avec l'histoire du droit, des fois c'est plus en rapport avec la musique même, donc si ça peut vous amuser, vous êtes les bienvenus.